Allez, on va plonger direct dans le vif du sujet. Et on commence avec une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui en réalité est juste fondamentale. Et franchement, c'est une question qui fait réfléchir. Parce qu'elle nous met le nez sur une réalité qu'on a tellement intégrée qu'on ne la voit même plus. Il suffit d'y penser une seconde. Un oiseau, il va pas signer un prêt sur 25 ans pour construire son nid. Un renard, il reçoit pas une facture d'électricité pour chauffer son terrier. Pour tout le reste du monde vivant, il y a une sorte de gratuité dans l'accès à la survie. Et ça, pour nous, ça a complètement disparu. On doit, comme on dit, gagner sa vie. C'est fou quand on y pense, cette expression. Comme si la vie n'était pas un droit de base, mais une sorte de récompense qu'on doit mériter en travaillant dur. Et ça porte un nom. On appelle ça le chantage à la survie. Le contrat social actuel, au fond, il est devenu hyper simple, presque binaire. Tu travailles ou alors t'es mis de côté, socialement et même physiquement. Et alors là, quand on met des chiffres là-dessus, ça donne vraiment le vertige. En moyenne, une personne passe 90 000 heures de sa vie au travail. 90 000. Pour se rendre compte, c'est l'équivalent de plus de 10 ans. 10 ans non-stop, 24 heures sur 24. C'est juste une part énorme de notre vie qui est sacrifiée. Pas pour créer et pas pour apprendre, non. Juste pour pouvoir continuer à vivre, à maintenir nos fonctions vitales. La question, c'est comment on a pu en arriver là? Avec tous les progrès qu'on a faits, comment ça se fait qu'on soit encore coincé dans ce système? Alors, c'est là que ça devient fascinant. Il faut revenir en 1930. Le très célèbre économiste John Maynard Keynes fait une prédiction incroyable. Et en gros, il parlait de nous, de notre génération. Et le truc, c'est que, techniquement, Keynes, il avait raison. La productivité a littéralement explosé, bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. On crée des richesses à un niveau qui était juste impensable à son époque. Du coup, la vraie question, c'est comment sa conclusion sur le temps de travail a pu être aussi spectaculairement à côté de la plaque. Bon, en gros, l'analyse montre qu'il y a eu deux grands siphons. D'un côté, une part gigantesque de cette nouvelle richesse, au lieu d'être transformée en temps libre pour tout le monde, eh bien, elle a été captée, concentrée par ceux qui détiennent le capital. Et de l'autre, pour que tout ça continue de tourner, le système a dû inventer des nouveaux besoins, souvent complètement artificiels, juste pour qu'on continue de consommer. Résultat, on bosse toujours autant, mais pour faire quoi au juste? Et c'est là qu'arrive le concept un peu choc de l'anthropologue David Graeber, les fameux bullshit jobs. Et son enquête, elle est sidérante. Près de 40% des gens estiment que leur travail ne sert à rien, ou pire, qu'il est carrément nuisible. Cette comparaison, elle est juste parfaite pour illustrer ça. On peut imaginer les éboueurs, les infirmières, les agriculteurs, ils s'arrêtent de travailler. En quelques jours, c'est le chaos, la société s'effondre. Maintenant, imaginons le scénario inverse. Tous les lobbyistes, les consultants en marketing, les traders haute fréquence, ils disparaissent. Franchement, l'impact serait sans doute nul, peut-être même positif. Ça montre bien la déconnexion totale qu'il y a entre l'utilité réelle d'un job et la façon dont il est payé. Mais le système ne se contente pas de créer du travail inutile. Non, il va encore plus loin. Il crée de la rareté, là où en fait, il y a de l'abondance. C'est un concept clé, la rareté artificielle. L'exemple le plus flagrant et le plus choquant, c'est la nourriture. Il suffit de regarder les chiffres. La planète produit assez pour nourrir 12 milliards de personnes. On est 8 milliards. Et pourtant, près d'1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim. C'est une aberration totale. Pourquoi? Parce que l'abondance, c'est l'ennemi du profit. Donc le système préfère organiser le gaspillage pour que les prix restent hauts. Bon, c'est vrai que le constat est un peu sombre. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'une porte de sortie commence à se dessiner. Et attention, on ne parle pas d'un petit pansement sur une jambe de bois, là. On parle d'un vrai changement de paradigme. Et cette idée, la voilà, le découplage. Le raisonnement est simple. Si le problème, c'est que la survie dépend du travail et de l'argent, alors la solution, c'est de couper ce lien, tout simplement. Il s'agit de séparer radicalement l'idée de gagner sa vie de celle de gagner de l'argent. Concrètement, comment ça marcherait? Eh bien, ça créerait deux économies, deux sphères qui coexistent. D'un côté, il y aurait la sphère de la survie. Le logement, la nourriture, l'énergie, tout ça, ce serait garanti, comme un service public, en dehors du marché. Et de l'autre côté, il y aurait la sphère de l'argent, pour tout le reste. Le superflu, les projets personnels, les loisirs, le luxe. En gros, on retirerait de l'équation cette angoisse de base, la peur de ne pas pouvoir payer son loyer ou de faire ses courses. Et là, on pourrait se dire que c'est de la pure science-fiction. Mais en fait, pas du tout. Toutes les briques technologiques pour construire ce monde, eh bien, elles existent déjà. Elles sont même matures et leur coût n'arrête pas de chuter. On va les prendre une par une. L'énergie, par exemple. Le coût du solaire a été divisé par 10 en seulement 10 ans. C'est énorme.
Le logement, l'impression 3D permet de construire une maison en 24 heures pour une fraction du prix habituel. Et pour la nourriture, si on combine la permaculture avec l'agriculture automatisée, on peut tout à fait imaginer un accès local et abondant à une nourriture saine, gérée comme un service public. J'adore cette phrase. Elle résume tout. C'est tellement simple et puissant. Une fois que l'investissement de départ est fait, une fois que l'infrastructure est là, le carburant lui-même, le soleil, le vent, il est gratuit. L'énergie de base pourrait donc tout à fait être traitée comme un bien commun. Et c'est ça le point vraiment crucial à comprendre. L'idée, ce n'est pas de donner de l'argent comme avec le revenu universel qu'on finirait par redonner aux mêmes, aux propriétaires, aux supermarchés, non. La vision est beaucoup plus radicale. C'est de garantir un accès direct et gratuit aux ressources elles-mêmes. Du coup, l'argent change complètement de rôle. Il cesse d'être un outil de survie pour devenir ce qu'il aurait peut-être toujours dû être, un simple moyen d'échange pour le confort, pour le superflu. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? En fait, tout peut se résumer à une seule idée. Une idée simple, mais qui est complètement révolutionnaire. Et la voilà, cette idée. Le fait de devoir travailler 40 heures par semaine juste pour survivre, ce n'est pas une loi de la nature, comme la gravité. C'est un choix politique. Un choix qui avait peut-être un sens à une époque où tout était rare, mais qui devient totalement absurde aujourd'hui, à notre époque d'abondance potentielle. La technologie pour nous libérer de ça, on l'a. Le seul problème, c'est qu'elle est très, très mal répartie. Et ça nous amène à la question finale, une question qui est faite pour rester en tête. Imaginons un instant, si le loyer et les courses étaient payés à vie, est-ce qu'on irait encore au travail demain matin ? Et si la réponse est non, la vraie question devient « que ferait-on de sa vie ?» La réponse que chacun et chacune peut se donner en dit très long sur ce qu'on a peut-être perdu en chemin et surtout sur ce pourquoi ça vaudrait la peine de se battre.